Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Sameh Chaheta. Ensemble, nous allons découvrir les points marquants de sa vie et également un domaine très intéressant puisqu'elle travaille dans le domaine de la pédagogie numérique. Elle est conseillère de pédagogie numérique. Nous allons découvrir ensemble ce concept, cette nouvelle vie digitale, numérique qui nous entoure à travers notre interview aujourd'hui. Madame Sameh Chaheta, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Le plaisir est à moi, en fait. On commence toujours notre rencontre avec la phase de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Quels sont vos souvenirs ou qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase de votre vie? Alors, c'était surtout ma famille. Je passais surtout les vacances d'été avec mes grands-parents. Dès que je termine les examens, j'allais à Alexandrie. On avait une maison au bord de la mer et c'était avec mon grand-père surtout qui s'occupait de moi, de mon frère, de mes cousins. Et c'était la maison de famille, là où se rassemblent les tantes, les oncles avec leurs enfants et tout. Ça m'a beaucoup marqué. Et moi, je vivais au Caire, mais mon grand-père était à Alexandrie. Alors, lors de son décès, j'étais en deuxième préparatoire. Et c'était difficile pour moi parce que je passais toutes les vacances à Alexandrie. Et un jour, quand il est parti, ça veut dire que je vais commencer à zéro au Caire. Donc, j'ai commencé à construire de nouveaux amis, une nouvelle vie, en fait, au Caire. Et c'était un peu tard. Ah, d'accord. Alors, la première phase de votre vie, l'enfance, était marquée par cet esprit de famille, de la vie estivale d'Alexandrie, plein de mémoires, sur la plage avec les grands-parents. Je peux comprendre que c'était vraiment une enfance merveilleuse. Suite à cette première phase de scolarité, ensuite, pour l'université, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème à étudier? Alors, c'était l'ingénierie. C'était l'ingénierie. Oui. Je pense que depuis le collège, je pensais toujours devenir ingénieur. Et surtout parce que j'aimais le dessin, la peinture. Donc, dès mon enfance, j'ai pensé à l'architecture peut-être, à la peinture, quelque chose comme ça. Donc, c'était mon premier choix. Et heureusement, j'ai eu un bon résultat, un bon pourcentage. Et j'ai pu accéder à l'université du Caire, faculté d'ingénierie et le département d'architecture. Et c'était très intéressant parce que c'était pas exactement ce que je pensais. Moi, c'était plutôt la peinture, les portraits, mais ça m'a poussé à regarder un peu plus les immeubles, aller par exemple quand je me baladais au centre-ville, de voir comment l'architecture a progressé au fil du temps. Toutefois, vous avez étudié l'architecture, mais maintenant on parle d'un domaine de travail tout à fait différent, conseillère dans le domaine du numérique. Alors, c'est un peu différent de vos études. Suite aux études, est-ce que vous avez entamé une carrière comme architecte ou dès le début, vous avez constaté que vous devez changer un peu et s'orienter vers le numérique? Non, en fait, j'ai un parcours professionnel atypique parce que, comme je viens de vous dire, j'ai des études en ingénierie, en architecture, et après ça, j'ai travaillé
dans des cabinets privés, dans le secteur public, partout. Et puis, j'ai dû changer de carrière. Je suis devenue journaliste traductrice à l'agence de presse du Moyen-Orient parce que, oui, mes deux parents étaient journalistes et il y avait l'occasion de suivre un stage de 3 mois pendant l'été et j'y étais et on m'a retenue. En fait, on m'a proposé de travailler, de continuer à travailler et tout. Mais vu les conditions de travail qui étaient un peu difficiles et qui ne convenaient pas avec ma vie familiale, parce que dans le temps, j'avais mes enfants qui étaient à l'âge de la maternelle et du petit primaire, donc c'était difficile un peu de poursuivre les deux à la fois, travail et maison et responsabilité et tout. Donc, j'ai dû un peu changer et devenir enseignante. Okay. Donc, ouais, ça m'a permis d'accompagner mes enfants à l'école, de revenir ensemble, de rentrer ensemble à la maison et tout ça. Donc, c'était complètement par hasard, c'était pas planifié. Je suis passée de l'ingénierie à la traduction, au journalisme, à l'enseignement. Et à partir de l'enseignement, j'ai suivi plusieurs formations en Égypte et en France, ce qui m'a permis d'améliorer ce côté-là, le numérique, et de travailler plus sur la pédagogie de projet et le numérique. Et ensuite, j'ai intégré l'Institut français et voilà, moi, je suis conseillère pédagogique pour le numérique. Et comme vous le savez, ces jours-ci, c'est primordial. Oui. On ne peut pas s'en passer, c'est très important. Tout ce qui est version papier a complètement changé. On doit trouver toujours des alternatives numériques, ludiques, en ligne. Donc, et il faut suivre les nouveautés. Je voudrais également comprendre beaucoup plus qu'est-ce que ça veut dire conseillère pour la pédagogie ou à la pédagogie numérique. Ça veut dire que vous donnez vos conseils aux étudiants qui veulent étudier en ligne ou quel est le genre de conseils ou de consultation que vous pouvez fournir aux étudiants? Oui, alors mes étudiants ne sont pas le public en général. Mes étudiants sont plutôt des professeurs francophones. Ça veut dire professeurs de français ou professeurs de DNL, ça veut dire discipline non linguistique, sciences et maths en français. Alors, ces professeurs qui travaillent déjà dans des écoles ou bien des débutants ou bien des étudiants qui veulent devenir professeurs, c'est ça spécifiquement mes étudiants. Alors, je les forme sur l'usage pédagogique du numérique. Comment on utilise les applications et les outils numériques dans l'enseignement. Comment ça peut les aider à transmettre mieux les informations, à créer, par exemple, des activités ludiques en ligne, à créer des podcasts, à créer des vidéos pédagogiques, à utiliser certaines applications dans l'évaluation en ligne, le suivi des apprenants. Donc, c'est plutôt les professeurs qui ont utilisé ces outils auprès de leurs élèves. Alors là, c'est un domaine très important puisque, comme vous l'avez mentionné, avec l'arrivée du Covid-19, un confinement, l'enseignement à distance, c'était essentiel, c'était vraiment important
soit pour les professeurs, soit pour les étudiants, de maîtriser ces plateformes, cet usage du numérique, de la nouvelle technologie. Et au fur et à mesure, même aujourd'hui, avec le retour petit à petit à la vie normale, il existe encore ce genre d'enseignement hybride. Même nous, aujourd'hui, à travers cette nouvelle Exactement. technologie, on a pu avoir la rencontre avec vous. Alors, parlez-moi un peu de votre point de vue sur l'influence d'une voix sur l'autre. Ça veut dire que le numérique, bon, est-ce que ça peut à un moment donné effacer l'interaction réelle, concrète entre professeurs et étudiants? Est-ce que à un moment donné, on va trouver que chacun va rester dans son coin, chez lui, à étudier à distance? Comment voyez-vous l'avenir avec l'emploi de cette nouvelle technologie? Bon, alors, depuis l'apparition de la COVID-19, Mm. on est passé par plusieurs phases. Au départ, c'était difficile pour tout le monde. L'idée elle-même n'était pas acceptable, soit par les professeurs, soit par les parents, par les élèves, par tout le monde. Alors, on était un peu réticents à l'idée elle-même. Alors, et puis, on a petit à petit cédé parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Mm. Alors, la première année était difficile, était trop difficile pour les professeurs. Il y en a ceux qui étaient déjà doués en numérique et en informatique et d'autres non. Et ceux-ci ont beaucoup vraiment eu de problèmes à s'adapter à cette nouvelle méthodologie de travail. Ce qu'on enseigne aussi, c'est pas seulement l'usage du numérique, mais comment vraiment enseigner à distance. Ça veut dire, après cette première année, on a pris du recul, on a vu quelles étaient les expériences fructueuses, réussies, et les autres expériences qui étaient moins réussies, voir un tout petit peu quels étaient les problèmes, comment vraiment motiver les élèves, les pousser à suivre les cours en ligne jusqu'à la fin de l'année, à profiter de cette technologie qui va rendre la vie plus difficile, essayer de pousser les professeurs à vraiment améliorer leurs compétences technologiques. Oui. Donc, je pense que ça a passé par plusieurs phases. Et je pense que maintenant, tout le monde a changé complètement le regard envers le numérique, l'importance de la nouvelle technologie dans l'enseignement. Ça veut Et dire même les élèves, oui, c'est vrai au départ, qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Ça veut dire que même en parlant à un groupe d'étudiants, qu'est-ce que vous voulez faire, que ça soit en présentiel ou en ligne, à distance, ils choisissent d'être en ligne pour ne pas se déplacer, pour être à l'aise en étudiant. Mais est-ce que vous croyez que ça peut être vraiment un choix ou un choix qui efface les façons traditionnelles d'étudier? non. On peut pas dire que cette méthodologie efface l'autre ou l'autre. Non. Ce sont deux méthodes qui sont et on a vraiment besoin de profiter des deux méthodes. Et c'est ce qu'on essaye de, bien sûr, à l'Institut et dans les écoles. Ça veut dire maintenant, le cours en présentiel, il est peut-être enregistré pour le mettre sur une plateforme et permettre aux enfants qui étaient absents de poursuivre le travail qui a été fait. Les enfants malades, les enfants en difficulté, les enfants qui ont besoin d'étudier avec leur propre rythme. Ça veut dire l'enseignant, autre que le cours qui est fait en présentiel, il fait des vidéos complémentaires qui l'aident et qui aident les élèves à mieux apprendre. Parce que l'élève, pendant le cours d'une durée restreinte, il y en a ceux qui assimilent très bien et il y en a ceux
qui veulent plus de temps. Alors, cette nouvelle technologie a aidé le professeur, a aidé les élèves, a aidé les parents aussi à mieux suivre la progression de leurs enfants, à voir qu'est-ce qu'ils ont appris dans les différentes matières à l'école. Donc, je pense que, oui, comment on voit les choses maintenant, ça a tout à fait changé. Et vous avez mentionné, Madame Sameh Shahata, que vous êtes maman, vous avez des enfants. Alors, je voudrais savoir, basé sur votre expérience personnelle, comment une femme peut-elle faire l'équilibre entre ses responsabilités envers sa famille et sa vie professionnelle et ses ambitions de faire une carrière et de réussir? Bon, c'était pas facile. Mais je peux vous dire, déjà, j'ai 2 filles de 20 ans et de 17 ans. Vous avez commencé tôt alors, très tôt. Ouais, j'ai commencé très tôt. Ouais. Mais je peux dire que j'ai pas pu vraiment les laisser qu'au moment où j'ai senti qu'elles sont capables d'être indépendantes. Et c'était, disons, à l'âge de 10 ans, 11 ans. Ça veut dire quand elles étaient vraiment capables d'étudier toutes seules, de savoir quel devoir à faire, à rendre à quel moment, de préparer leur cartable toutes seules. Donc, tout ça, c'était des petits détails, mais c'était difficile au départ, bien sûr. Donc, vraiment, comme je vous ai dit, j'ai déjà changé de carrière à plusieurs reprises. Raison de ses obligations familiales et puis au moment là où j'ai senti qu'elles sont vraiment, elles peuvent rester seules, elles peuvent ou bien avec leur papa ou bien avec leur grand-mère ou toutes seules. Donc là, j'ai commencé à chercher d'autres travails. Oui. À voler les propres ailes. Également, je voudrais savoir qui est la femme qui vous inspire dans votre vie ou le modèle de femme qui vous inspire. Je peux dire toute femme qui est forte, qui comprend sa valeur, qui comprend son importance dans la société. Partant de ma mère. Ma mère était un modèle de femme qui est très indépendante. Elle était membre du syndicat de journalistes. Elle défendait toujours les droits des journalistes. On l'appelait à n'importe quel moment du matin, du soir pour un problème et elle allait rencontrer des personnes, des responsables pour régler ces problèmes, pour trouver toujours des solutions. Ma tante aussi qui était féministe et qui a travaillé pour le développement de la femme et l'amélioration de l'état de la femme égyptienne. Qui allait dans les villages, dans les villes, partout en Haute-Égypte, au Delta et tout, pour vraiment sensibiliser les femmes à leurs droits, et à leur importance. Même mes grandes-mères qui étaient derrière leurs filles, les supporter à tout moment. Je ne sais pas, j'étais toujours entourée par des femmes très intéressantes,
très pour elle, de puissante. femme positive. Exactement, exactement. Et qui n'est pas juste une femme au foyer. Elle est au-delà de ça. Elle est femme au foyer, mais encore, elle est travailleuse et elle est battante et elle est aux côtés des gens qui en ont besoin. Tout ça était très important. Et c'est pourquoi j'essaye de faire la même chose. Parfait. Et quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre vie? Je pense que c'est d'être toujours sérieuse dans ce que je fais et d'être consciencieuse et de dire la vérité et d'être honnête avec moi-même avant de l'être avec les autres. Et chacun d'entre nous également possède dans sa vie des peurs, des craintes. Quelles sont vos craintes à vous, Madame Samar Shahed? Bon, numéro un, c'est la mort. Parce que c'est l'ambigu, c'est l'inconnu. Peut-être aussi l'échec, parce que je ne sais pas, je suis un peu perfectionniste. J'essaie de faire de mon mieux pour réussir n'importe quel travail que je fais. Donc oui, ça m'agace un tout petit peu quand je trouve que j'arrive pas ou que ça me dépasse parfois. Mais c'est très important aussi de comprendre qu'on apprend de nos échecs et de nos erreurs. C'est vrai. Et les aspirations pour l'avenir? C'est comme vous avez dit qu'il y a un progrès dans notre pays. Oui. J'espère vraiment que ce progrès continue parce que c'est très important. Je vois un travail qui est installé partout, un développement dans l'architecture, dans l'économie, dans la politique du pays, tout ça. J'espère bien que ça continue et que ça se développe. Oui. De voir mon pays, le meilleur pays au monde. Il est en fait le meilleur avec son peuple, avec son histoire, avec toutes ses valeurs. Oui. Toutes ses valeurs. Donc, c'est surtout mon pays que j'adore. Avec bon, ce patriotisme et cet amour envers notre pays, l'Égypte, on arrive au terme de notre édition et je tiens à vous remercier, Madame Samar Shaheta. Vous avez parlé aujourd'hui de plein d'idées intéressantes. On a commencé avec Alexandrie, la beauté, la mer, puis on est passé par le monde du numérique et les modèles de femmes positives. Je vous remercie infiniment de partager ces idées avec nous. Merci, merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition au féminin. J'espère que vous avez passé d'agréablement notre compagnie aujourd'hui et notre rencontre via la nouvelle technologie avec Madame Samar Shaheta. Rendez-vous la semaine prochaine afin de continuer à découvrir ensemble des exemples et des modèles de réussite au féminin. Merci et au revoir.